Bienvenue! Aujourd'hui, on se penche sur des documents assez intenses. Ils concernent des allégations de violence politique, de répression au Cameroun. On va examiner ensemble des récits d'événements historiques et puis aussi des accusations beaucoup plus récentes d'octobre 2025. Bonjour. Oui, des documents qui méritent une analyse prudente, vu la sensibilité du sujet. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la table? D'abord une liste. Une liste de noms, des membres des forces de l'ordre qui seraient impliqués dans ces événements récents de 2025. Et puis un deuxième document, un texte. Lui, il donne une perspective historique. Il retrace une histoire de la violence au Cameroun et il l'attribue de manière assez systématique à certains groupes précis. C'est ce que dit le texte en tout cas. D'accord. Donc, deux types de sources bien distinctes. Voilà. Et notre objectif ici, soyons clairs, ce n'est pas de valider ces infos. Pas du tout. On n'est pas là pour dire c'est vrai ou c'est faux, ni pour prendre parti. Non, ce qu'on veut faire, c'est décortiquer un peu comment ces documents sont construits, comprendre la chronologie qu'ils présentent, les arguments, les accusations, en se basant uniquement sur ce qui est écrit. C'est la bonne approche. Surtout avec des sujets comme ça. Comprendre d'abord la source elle-même, sa logique interne, avant de tirer la moindre conclusion. C'est essentiel. Tout à fait. Alors, allons-y. Commençons par cette liste. Le titre est assez direct. Quelques auteurs, hommes en tenue, répertoriés ayant tiré sur des manifestants à travers le pays, octobre 2025, lors des événements de la crise post-électorale. Voilà. Elle contient 17 noms. 17 noms, c'est précis. Oui, et c'est très détaillé pour chaque personne. On a le nom, le prénom, le corps, gendarme, policier, militaire, le grade et l'affectation. Par exemple, le numéro 1, MVDOA Achille Patrick. Il est identifié comme gendarme, adjudant-chef-major, commandant de brigade, Anne-Kololou Douala. Ou alors le numéro 10, Ovono Zambo Rodrigue. Militaire, sergent-chef, région militaire 2, Douala. On a aussi, le numéro 13, Aïssi Angbarga Aristide, policier, commissaire divisionnaire, GMI d'Efoussam. Le GMI, c'est le groupe mobile d'intervention. Et puis, le numéro 16, Oyono Eric, policier, commissaire, premier adjoint au commissariat central de Bafoussam. Donc des infos assez précises. Oui, nom, grade, unité. Le but est clairement d'identifier des individus. Texte. Ces personnes auraient tiré sur des manifestants en octobre 2025, pendant une crise post-électorale. Ce qui frappe, c'est la diversité des forces mentionnées, gendarmerie, police, armée, et aussi des lieux. Douala, Garoua, Bertois, Bafoussam, c'est pas localisé à un seul endroit. Tout à fait. La nature même de ce document, cette liste nominative, c'est une forme d'accusation très directe. Très spécifique. Ça vise des responsabilités individuelles. Et les détails, grade, affectation, ça cherche à donner un poids, une crédibilité factuelle. Mais évidemment, une liste comme ça, toute seule, elle appelle une mise en contexte. Qui l'a faite? Pourquoi? Et c'est là que le deuxième document intervient, j'imagine. C'est exactement ça. Le deuxième document fait le lien. Il présente cette liste non pas comme un incident isolé, mais comme la dernière manifestation d'un problème bien plus ancien, selon lui. Alors passons à ce deuxième texte. C'est lui qui nous donne cette perspective historique telle que présentée par la source. Oui, un texte qui, lui, a une ambition plus large. Replacer ces événements récents dans une histoire longue. Avec un angle bien précis, on va le voir. Tout à fait. Déjà, le titre « Qui tuait les Camerounais ?» C'est interrogatif et accusateur. D'emblée, le texte parle de millions de Camerounais qui auraient été tués depuis les indépendances et déroule une chronologie de violence. Et ce qui est central, c'est qu'il attribue la responsabilité quasi systématiquement à un groupe qu'il appelle Ekan, ou parfois Boulot. Le texte présente ça comme un groupe ethnique dominant dans la sécurité. Je leur dis, on rapporte ici ce que dit le document source. Ce sont leurs termes, leurs affirmations. C'est une précision importante. On analyse le contenu du document. Alors, cette chronologie, selon le texte, ça commence en 1955. Là, le texte parle de massacres terribles. Près d'1 million de Bamileke, plus de 400 000 Bassa tués par l'armée camerounaise sous commandement français, juste avant l'indépendance. Il met en cause un général, Pierre Semingue, décrit comme Ekan. Et il mentionne des actes barbares, genre des têtes coupées, exposées.
Des accusations extrêmement graves et des chiffres très élevés. Oui. Ensuite, 1984. Le texte parle d'une purge après une tentative de coup d'État. Plus de 400 officiers du Noir auraient été tués. Sur ordre, dit le texte, du même général Semingue. Toujours la même figure qui revient? Voilà. Puis, 1991-1992. Contexte. Troubles post-électoraux, John Frunundi revendique la victoire. Le texte accuse des zélés gendarmes et camps, cette fois sous les ordres d'un colonel René-Claude Meka, lui aussi qualifié d'Écan, d'avoir tué plus d'1 millier de Bamileke et d'anglophones. Il parle aussi d'affrontements à Sangmelima entre Bamileke et Boulou et de destruction de biens de Bamileke. Encore une fois, l'accusation cible le même groupe et des responsables militaires précis. Après, un saut jusqu'à 2017. La crise anglophone. Le document donne le chiffre de presque 12 000 morts anglophones, dont 3 000 enfants ou ados. Villages brûlés, Viom, tout ça attribué à la milice Écan selon les termes du texte. On arrive en 2018. Élection présidentielle, contestation des résultats, victoire revendiquée par Maurice Kamto. Le texte dit environ 200 Bamileke tués, plus de 1000 arrestations. Et il donne un exemple précis, Wilfrid Sioué, un ingénieur arrêté, torturé, emprisonné par la milice Bulu, juste parce qu'il avait un livre de Kamto. C'est ce que le texte raconte. L'exemple individuel pour illustrer la répression allégée. Exactement. Et on termine, on revient à 2025. Le texte affirme que plus de 63 nordistes ont été tués par la même milice Ekeng lors des manifestations post-électorales qui réclamaient la reconnaissance de la victoire d'Issa Chiroma Bakary. Et c'est là que le lien est fait avec la liste du début. Le texte dit « Regardez le nom sur la liste, ce sont eux les agents de cette milice ». C'est fascinant sur le plan de la construction narrative. Vous voyez le fil rouge. On prend des moments clés, des traumatismes de l'histoire camerounaise, sur près de 70 ans. Et à chaque fois, la cause désignée est la même, ou presque. Ce groupe Écan, ou Boulot, et ces figures militaires, Semengue, Médois, qui reviennent. C'est une manière très forte de construire un récit. Un récit qui dénonce un système de violence continue, orchestré par un groupe spécifique. Oui, c'est ça, cette répétition, elle martèle l'idée. Ce n'est pas juste une série d'événements, c'est un schéma, selon le document. Il va même jusqu'à dire que si on regarde les noms de famille dans les forces de sécurité, il cite Onana, Médois, Abessolo, leur récurrence prouverait cette domination. C'est l'argument du texte. Et l'usage des chiffres précis, même si on ne peut pas les vérifier ici, c'est crucial. Le million de Bamileke, les 400 officiers, les 63 nordistes, ça donne un air de fait établi, ça quantifie l'horreur allégée. Combiné aux exemples comme Wilfrid Sioué ou les têtes coupées, ça vise clairement à frapper les esprits, à rendre la thèse plus crédible, plus percutante. C'est une technique rhétorique. Et le fait de lier tout ça à la liste le 2025, c'est très habile dans cette construction. Ah oui, tout à fait. La liste devient la preuve actuelle, tangible de tout ce récit historique. Ça ancre une histoire qui remonte aux années 50 dans l'immédiat, dans le brûlant. Ça lui donne une urgence. En gros, le message c'est, vous voyez, ça continue aujourd'hui et voilà les noms. D'ailleurs, la fin du texte est sans ambiguïté aucune. Il dit « La vérité est là sous vos yeux, les faits restent les faits ». Comme si c'était indiscutable. Et la conclusion, c'est un appel. Il est donc urgent de régler le problème Atikang au Cameroun. C'est extrêmement fort comme formulation. Extrêmement fort et chargé. Régler le problème, c'est une expression qui historiquement a souvent précédé le pire. Donc il faut vraiment insister. On analyse ici un discours, une argumentation telle qu'elle est dans la source. On ne valide ni les faits rapportés, ni surtout les conclusions radicales qui en sont tirées. C'est juste une présentation du contenu. Absolument. Alors, si on essaie de résumer ce qu'on a vu, on a 2 pièces. Une liste très concrète, octobre 2025, 17 noms des forces de l'ordre, accusés de tir. Et puis un texte beaucoup plus vaste qui tisse une histoire sur le long terme, une histoire de massacre, de répression depuis les années 50, en pointant systématiquement du doigt un groupe, Konkan ou Boulou, et quelques chefs militaires. Ce que ça montre bien, c'est le pouvoir des récits. Comment une certaine lecture de l'histoire peut être utilisée pour expliquer le présent, et peut-être même pour mobiliser pour l'avenir. Ça pose d'énormes questions sur la façon dont l'histoire est écrite, interprétée, et parfois, instrumentalisée dans des contextes tendus. On sent bien la complexité, la gravité de tout ça. Évidemment, on ne peut pas comprendre une situation aussi lourde juste avec ces 2 documents, même s'ils sont détaillés. Il propose une vision forte, un récit accusateur,
Mais ce n'est qu'une perspective. Ce n'est pas toute l'histoire, toute la vérité sur des événements si complexes. Bien sûr, et ça amène peut-être à une dernière réflexion pour nos auditeurs, nos auditrices. Face à des textes comme ça, si affirmés, si sûrs de leurs conclusions sur les responsabilités, comment on ferait pour garder un esprit critique? Quelles questions il faut se poser? Toujours se demander d'où ça vient, ce document, qui parle, dans quel but, quel intérêt? Et surtout, quelles autres voix manquent? Quelles autres perspectives faudrait-il entendre pour avoir une image un peu plus, disons, complète, ou au moins plus nuancée? Se poser ces questions, c'est vital aujourd'hui face à tous les récits qui cherchent à nous imposer une seule